Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis neuropsychologue. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vincent, donc athlète en escrime, et aussi de Jerry, entraîneur en basketball. Donc, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est qu'on veut discuter du trouble déficitaire de l'attention, dont c'est quelque chose qui te parle, toi, personnellement. Oui, donc je suis TDAH, puis je vis un peu dans tous les aspects de ma vie, autant à l'école qu'à la maison ou même dans les sports, principalement. Puis particulièrement maintenant, on va aller vraiment préciser des stratégies qui peuvent être utiles à explorer, à discuter, puis ceux qui sont été moins utiles dans ton expérience d'entraîneur. Donc, vraiment des stratégies pour accompagner des athlètes qui ont c'est ça, ce trouble déficitaire de l'attention. Donc, est-ce qu'on se lance dans ce qui a fonctionné ou moins pour toi? Ben moi, je coach en basketball, donc un sport collectif. Et les premières années, j'avais commencé avec une fiche médicale. Mais j'ai remarqué avec les fiches médicales, c'est pas tous les parents qui vont dire que l'enfant a ce trouble-là. Il y en a beaucoup. Pourquoi, de ce que j'ai appris, il y a des sports où ce se faisait pas accepter parce que l'enfant avait le TDAH. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour les protéger? Ils te le disent pas. Donc là, je me suis dit que c'est pas la bonne approche. Ensuite, j'ai été plus en entraînement, puisque je sais que j'en ai certains, comme j'ai dit, à peu près 25 à 40% qui ont le TDAH au basket. Je m'assurais de mettre des pylônes, ou n'importe quoi que je leur demandais, je mettais des pylônes pour qu'ils aient des références sur le terrain. C'était pas assez non plus. Ensuite, j'ai été à demander directement aux jeunes, comme, est-ce que, selon mon feeling, puis surtout pour leur demander au sujet de la médication, ça aussi c'est touché parce que je m'y connais pas en médication. Donc même s'il me dit je prends telle pilule, et là l'année passée j'ai appris qu'il y a certaines pilules qui durent 4 heures ou 6 heures. Donc là maintenant, à quel moment il l'a pris, à quel moment il la pratique, il y a un impact. Donc c'était pas évident. Donc maintenant ce que je fais, je prends ça sur 3 fronts. Avant l'année commence, je fais de la planif, donc je me mets des moments stratégiques où ce que je m'assure que je travaille sur la concentration. En gymnase, comme j'ai dit, je continue à mettre les pylônes et aussi je questionne le jeune et je leur donne des outils comme un plan de concentration. Le plan de concentration, c'est l'outil qui fonctionne le plus pour moi, mais je ne le fais pas juste pour les TDAH, je le fais pour toutes les gars. Je me permets de faire une pause, mais si j'entends dans ce que tu dis, c'est que ce qui est important finalement, c'est d'entrer en relation, dans le sens, c'est de communiquer l'information, et non pas pour nuire, non pas pour étiqueter, non pas pour générer de la honte ou quoi que ce soit, mais bien pour être en mesure d'avoir des stratégies fluides dans le fonctionnement, à l'entraînement, en match. On est en mesure de dialoguer avec les parents des fois, les joueurs des fois, pour arriver à avoir des bonnes stratégies finalement. Oui, parce que juste d'aller chercher l'information avec une fiche médicale, c'est pas assez. Il faut que tu ailles chercher la confiance du jeune. Parce que le papier, ça marche pas. Il faut vraiment que tu crées cette relation comme Vincent dit. S'il n'y a pas cette relation-là, comment il se sent, il va pas me le dire. Il va me dire oui, je le suis, puis je prends ta pilule, mais comment tu te sens là-dedans, ça va être difficile à savoir. Ça te parle-tu? Oui, mais moi, beaucoup. Moi, ça fait plusieurs années que je suis avec le même coach, puis c'est un sujet qui est très souvent abordé entre moi et lui. On le sait que c'est peut-être mon objectif sur lequel je travaille le plus en tant qu'athlète. Puis au cours des dernières années, on a établi beaucoup de stratégies entre lui et moi, autant dans les compétitions que dans les matchs, même au-delà de ça, durant la vie de tous les jours. Comme tu parlais un peu aussi de la médication, j'en ai beaucoup de discussions, quand est-ce qu'il faut la prendre, c'est vraiment, ça part vraiment de la relation. Moi je peux parler de stratégies, mettons, durant les matchs, de respiration, d'essayer de rester dans ma bulle, d'essayer de ne pas penser à d'autres choses, du prochain match, de match que j'ai fait. Donc c'est vraiment des stratégies qui sont propres entre l'athlète et l'entraîneur. Donc je suis très d'accord avec ce que Jerry appuie. Fait que tu es en train de dire que One Fit Hall, c'est pas vrai du tout, là? Non, ça ne fonctionne pas. Non, fait que c'est vraiment d'arriver à créer une relation avec l'athlète ou avec les athlètes. Ça veut dire que c'est quand même commun pour arriver à développer des outils qui sont propres à l'athlète. C'est très important. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas non plus qu'on les stigmatise comme TDAH. Puis maintenant, c'est rendu que certains de mes jeunes, surtout quand ils font le changement de médication, j'ai appris que ça impacte leur diète.
Donc très souvent, il y en a qui vont me dire je suis pas capable de manger avant 1h, 2h de l'après-midi. Donc si on a un entraînement à 1h, le fait de le savoir, je sais qu'ok Vincent, cette période-là, si au départ il y a de la misère à être engagé, mais c'est normal. Mais de l'autre côté, je les fais voir des diététistes pour trouver des stratégies. Est-ce qu'un shake c'est pas mieux? Est-ce que des noix c'est pas une... Donc ça va au-delà de juste la médication, c'est même de les aider avec leur diète. Parce que de ce que j'ai compris, c'est pas évident quand ils changent la médication. Oui. Ça les chambarde. Personnellement, moi, je vois vraiment une grosse différence entre une compétition tôt le matin puis plus tard en après-midi où est-ce que j'ai eu le temps d'avoir la médication qui a plus effet, de manger un peu parce que moi, personnellement aussi, au niveau de la médication, c'est très difficile pour manger, pour avoir un cycle normal de nutrition. Ça peut être souvent décalé dans la journée. C'est pas nécessairement, on se lève le matin, on fait un déjeuner, à midi on fait un dîner, puis le soir on soupe. Ça peut être très très différent. Puis personnellement, pour moi, ça m'atteint. Donc ça, c'est un point qui est exprimé par toi, qui est vécu par toi. Donc c'est important finalement de créer le lien, mais la communication pour arriver à adapter finalement les stratégies. C'est très important. Peut-être que je résumerais de comment je le vois, je l'entends, c'est que finalement, toutes les stratégies qui peuvent aider spécifiquement à certaines choses, si c'est par exemple générer vraiment plus de concentration, il peut y avoir des stratégies plus spécifiques, comme on n'a pas nécessairement parlé, mais ça peut être de donner des indices sonores, ou il y a plein de stratégies qui peuvent aller cibler l'attention, qui peuvent aller aider à pallier des fois les dysfonctionnements aux organisations, ne serait-ce que juste la fixation d'objectifs pour avoir une planification en court, moyen et long terme. Mais en soi, tout ça, c'est des bonnes stratégies, puis on peut en créer quand on crée un lien entre nous, puis on peut s'adapter au fur et à mesure. Mais ce que j'entends finalement, c'est que la base de ça, c'est ce qui aide à développer un athlète à long terme, c'est de miser sur la qualité de la relation entre l'athlète et l'entraîneur. Puis jamais penser que parce que cette année-là, ça fonctionnait avec Vincent, que je peux prendre ce modèle-là et le faire avec les autres. C'est la pire gaffe à faire. Oui. C'est pas bon. Ça a fonctionné avec lui, t'es content, mais là, il faut trouver, OK, maintenant avec Catherine, c'est quoi la stratégie? Je peux pas prendre la stratégie de Vincent et l'imposer à l'autre. C'est la plus grosse erreur qu'on peut faire. Avec ce que je t'ai dit, Catherine, est-ce que je suis sur la bonne piste? Est-ce que c'est les bonnes approches à prendre pour l'instant ou est-ce qu'il y a des choses que je devrais peut-être mettre plus l'accent? Moi, ce que j'aime dans ce que tu me dis, c'est que tu oses essayer, puis tu oses aussi te regarder à dire, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné intuitivement, qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné, puis il y a des choses qui ont bien fonctionné avec un athlète en particulier, puis il y a des choses que je suis pas sûre que ça fait. Fait que finalement, ce que j'aime bien dans ça, c'est de vraiment cerner qu'il n'y a pas juste un profil de trouble déficitaire de l'attention. Parce que de toute façon, c'est un individu qu'on est en train de coacher. Puis c'est d'abord ça et avant tout, il y a la personnalité. Il y a plein de facteurs qui vont venir interférer dans tout ça. Donc moi, cette stratégie-là, c'est vraiment d'avoir cette curiosité à vouloir finalement apprendre par soi-même. Je trouve ça vraiment pertinent de le faire, puis d'oser. Ce que j'aime aussi, c'est d'oser intégrer l'athlète dans le processus ou tous les gens qui peuvent être autour pour arriver à viser un petit peu plus juste aussi. D'oser co-créer plutôt que de dire c'est une façon de faire, puis ça devient plus autoritaire. Puis là, dans ce temps-là, on a beaucoup plus de comportements réfractaires, puis d'insécurité. Puis c'est un petit peu ça qui est un petit peu ce qu'on voit pas, là, le côté invisible du trouble déficitaire de l'attention, c'est que tout ça va venir cacher un besoin de sécurité psychologique.